Dans le contrôle de la géostratégie mondiale, les fronts traditionnels sont connus, oui, dans l'Orient, l'Europe avec l'Ukraine aujourd'hui, l'Asie avec les deux Corées, et aussi le Taïwan, et enfin l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, notre continent, il s'observe ces derniers temps un balai diplomatique sans précédent. Russes et Américains sont chacun dans une opération de séduction des dirigeants africains. Pour certains, la Russie est pragmatique. Elle n'a jamais colonisé l'Afrique, elle n'a pas fait la traite, elle traite les dirigeants africains, le peuple, comme des amis, des partenaires, la Russie étant elle-même riche, et même très riche. Et surtout, aujourd'hui, une puissance militaire qui a fait preuve en Ukraine. L'ours connaît ce qu'il veut. Et pour d'autres, la Chine, c'est le vrai win-win avec les dirigeants africains. On ne leur demande pas de compte sur le plan des respects des droits de l'homme. La Chine est dans les affaires, comme on dit, win-win. La Chine a la liquidité. Contrairement, pour certains, aux Occidentaux qui sont dans les promesses. Les promesses avec des montants étalés sur un certain nombre d'années. Mais donneurs des leçons des droits de l'homme et aussi donneurs des leçons en termes d'élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le cas de l'Occident avec la vieille Europe et son partenaire, les États-Unis d'Amérique. Alors, opération de séduction, l'Afrique est entre le marteau et l'enclume, devant un certain nombre de choix à opérer. La grande question sur cette table aujourd'hui, c'est donc, dans la géostratégie, quelle alternative pour Washington afin de contrer Moscou et Pékin sur le continent africain. Norbert Yamba, autour de cette table, libre penseur, il est aussi politique. Mais ce débat, c'est au-delà des couleurs politiques. Bienvenue. Merci. Et bon retour. Merci pour l'invitation. Freddy Mulumba Kabouaï, il est politologue, il est aussi écrivain et journaliste. Bon retour. Merci, cher André Alain Atundou, dans quelques instants avec nous, il est dans les vestiaires. Il est diplomate, il est aussi politique. Professeur Kabongo Malou, bloqué par les aléas sur la route. Apparemment, il ne sera pas avec nous. Nous ouvrons le débat avec Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, beaucoup pensent qu'il ne faut pas se laisser berner par le discours de Washington. Si réellement il revient, vous saluez. Diplomatiquement, c'est Kinshasa qui gagne parce qu'on a dit à Kagame hier à Kigali, vous déstabilisez le Congo. Vous êtes derrière le M23 et vous avez envoyé certains les troupes de l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que Washington amène au-delà de ce discours voilà, pour la consommation extérieure? Je pense qu'il ne faut pas voir toujours les choses en termes d'opposition. Il y a un débat en Amérique aujourd'hui, parmi les intellectuels, il y a les professeurs de journalisme Columbia University qui a publié un article dans Foreign Policy, les 10, donc juste le passage, après le passage de Blinken ici. Il dit clairement qu'il faudrait que la Chine et l'Amérique d'entrer en compétition pour déstabiliser l'Afrique, s'il y a moyen qu'ils puissent collaborer. Que chacun apporte ce qu'il peut faire pour qu'il se complète, pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que dans le passé, quand il y a eu une opposition entre l'Union soviétique, communiste, et l'Occident, capitaliste, l'Afrique a beaucoup souffert des guerres par procuration, et à la fin, aucun État ne s'est développé. Deuxième élément que le professeur Howard French relève est qu'il faut qu'on fasse quand même un bilan.
les bilans très clairs. Plus de 60 ans qu'on a fait avec l'Occident, on voit les résultats. La Chine vient d'arriver, on voit quand même qu'il y a des choses qu'on sait facilement voir. Donc au lieu de toujours de penser, voir les choses, les gens s'opposer, il y a moyen qu'ils puissent collaborer. Troisième élément, c'est nous. Les Américains ont proposé. La Chine a proposé. Nous proposons quoi? La grande difficulté pour l'Afrique et pour le Congo en particulier, nos élites intellectuelles ne pensent plus. Bon. Ou bien réfléchissent par procuration. Donc, c'est un moment où les Africains peuvent savoir faire un choix. Un choix n'est pas un choix d'opposition, mais un choix pour collaborer avec tout le monde. On peut faire des affaires avec la Chine, faire des affaires avec l'Amérique, faire des affaires avec Moscou. Et tout dépend de nous, ça ne dépend pas des autres. Parce que vous n'êtes pas à la conclusion là. Ici, on a des partenaires qui viennent. Cette fois-ci, s'ils ont parlé droit de l'homme, respect des soucis et de cela, peut-être loin des caméras. Mais publiquement, on vient avec une autre approche. Ils disent que c'est une réorientation de la politique de Washington vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Norbert Yamba, apparemment, vous ne vous laissez pas berner par ce discours de Washington. Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être en face de Freddy Mulumba que j'ai vu depuis un peu de temps. Ça me fait énormément plaisir. Je le vois comment il bosse. Il faut continuer, Freddy. Il faut avoir le caractère du lion. N'abandonner jamais. Parce que dans une société en situation de détresse, l'excellence n'est pas souvent prise en considération. Quand cela ne tienne, il y a toujours des exceptions. Merci. Ceci étant, je voudrais sincèrement, c'est difficile qu'on ait une différence significative avec Freddy parce que nous avons la même vocation, on est panafricanistes, etc. Mais là, il y a une petite nuance. Une nuance pour voir un peu la photographie de la situation, la géopolitique internationale. Vous savez, depuis qu'il y a eu décolonisation, qui aboutit naturellement à la reconnaissance des indépendances, il y a eu également l'effondrement de la guerre froide, où l'on a vu l'Union soviétique en face des Américains. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que l'Amérique n'a pas pris en considération ces évolutions au sein de la société. Pourquoi? Simplement parce que l'Amérique a très mal géré l'effondrement de la guerre froide. Les attentes qu'ils ont eues avec les soviétiques et compagnie, etc. Ces attentes-là n'ont pas été prises en considération. Ils ont considéré que la guerre froide, il y a quelqu'un qui a gagné, qui est victorieux, c'est l'Occident. Ce sont les États-Unis. Ils négligeaient naturellement l'Union soviétique au travers la Russie, qui a accepté naturellement cette configuration géopolitique. Et cette mauvaise gestion a créé deux types de nationalisme aujourd'hui. Il y a le nationalisme de repli. Le nationalisme de repli, c'est un nationalisme qui est né des gens qui ont dominé le monde. C'est comme ça que quand vous regardez en Europe, il y a l'extrême droite aujourd'hui. L'extrême droite simplement parce qu'il y a envahissement de ce qu'ils appellent les gens de bouche inutile. N'oubliez pas ma question. Je suis en train d'arriver à la question. Et donc, pour répondre directement parce que je voulais vraiment faire une mise en contexte, mais malheureusement, on est pourchassé par les temps. Les États-Unis, malgré la mondialisation, pour les États-Unis, il y a une sorte de diplomatie de vocabulaire. Pour lui, la mondialisation suppose l'occidentalisation. Ça veut dire qu'il n'y a que les valeurs occidentales qui doivent être propagées partout. Raison pour laquelle se crée aujourd'hui ce qu'on appelle un nationalisme d'ambition, un nationalisme de conquête. C'est ce qu'on voit généralement chez les Chinois, les Russes, et même des mouvements qui se font au niveau de l'Afrique. Parce que les États-Unis n'ont pas
dans sa reprogrammation mentale le fait que d'autres nations peuvent avoir le droit de citer. Et ils reconnaissent seule leur civilisation est idéale, leur civilisation est universelle, il faut imposer partout. Alors maintenant, tant qu'il reste dans cette logique-là, tout le reste, tous les contacts, surtout pas l'Afrique, tous les contacts qui auront lieu sont essentiellement, justement, pour rentrer dans la diplomatie de vocabulaire. Ça veut dire qu'ils sont en train de penser autre chose, mais ils sont en train de réaliser autre chose, en train de dire autre chose. Ils veulent maintenir l'Afrique à cet état de domination. Et je termine par la loi qui venait d'être votée en avril 2022, la loi H1311, une loi qui promet le représailles à tout pays, surtout africain. Au Capitole. Beaucoup d'Africains ne sont pas au courant de cette loi. Alors, cette représailles loi, même vis-à-vis de ceux, des individus qui prônent l'appartenance ou l'influence russe en Afrique. Voilà. Parce que l'Afrique a des minéraux stratégiques, lesquels minéraux stratégiques doivent revenir d'office aux États-Unis. Donc, s'ils viennent ici, certainement que le Congo a le tiers de ce que représentent les ressources minérales de prédilection en Afrique. Il faut donc maintenir le cap, pas pour sauver le Congo, parce que cette loi est très claire. Représailles vis-à-vis de tous les pays qui facilitent l'influence russe, vis-à-vis des organismes qui facilitent l'influence, vis-à-vis même des individus qui parlent dans les médias et qui prônent une sorte d'égalité avec la Russie. Merci. Et donc, ce que dit mon frère Freddy, certainement que bon, les pacifistes pensent qu'il y a moyen aussi de construire une certaine paix en faisant une sorte de répartition des rôles. Mais ce n'est pas ça la vision occidentale. La vision occidentale est fondamentalement dominante. Il n'y a pas une autre civilisation qui doit s'imposer. Or, la Chine a son modèle, la Russie est en train de construire son modèle, l'Afrique aussi est dans une mouvance de résistance, et donc l'Amérique ne peut jamais accepter. Certainement qu'il faut qu'il y ait des actions qui se font autour de ces différents espaces géographiques. Justement, c'est sur ce point que nous voulons insister. Qu'est-ce que l'Amérique va proposer aux Africains du sud du Sahara que les Chinois et Russes n'ont pas proposé? Parce que maintenant, on sent qu'il faut faire barrage à l'influence russe et chinoise. Un professeur en relations internationales de l'Université catholique de Louvain en Belgique, il s'appelle Tanguy Stray de Swaziland. Il dit dans une sorte de carte blanche publiée dans le journal La Libre, « Nous ne nous rendons pas compte de l'étendue du front anti-occidental ». C'est paru l'O10 de ce mois, dans le journal La Libre. André Alain Atundou, vous nous rejoignez, on vous avait déjà annoncé, vous êtes diplomate, vous êtes également politique. Freddy Mulumba croit que l'occasion, il faut saisir l'opportunité qui nous est offerte dans cette guerre ouverte entre Russes et Chinois face à l'Occident. L'Afrique doit saisir cette opportunité, surtout le Congo, pour pouvoir tirer le drap de son côté. Norbert Yamba pense qu'il ne faut pas se fier à cette opération de séduction. La domination dans la tête de l'Occident, c'est toujours la domination. Quel est votre point de vue? Vous avez suivi le chef de la diplomatie américaine chez nous et au Rwanda. Mon point de vue partirait de quelques professions de foi. D'abord, depuis que le monde est monde, toutes les guerres sont soit des guerres de civilisation, soit de culture. Deuxièmement, le secrétaire d'État américain ne vient pas faire la politique du Congo ou de l'Afrique. Il vient promouvoir la politique des États-Unis en Afrique
et particulièrement au Congo. Ce sont, disons, ce que vous avez appelé qu'est-ce que les Américains, qu'est-ce que les Chinois nous ont proposé, qu'est-ce que les Russes, etc., et que nous proposent de nouveau les Américains. On l'a senti en Afrique du Sud. Il est passé par l'Afrique du Sud jusque chez nous et Kigali. Alors, l'Afrique du Sud, vous connaissez la position de Ramaphosa. C'est quelqu'un qui est déjà en train de basculer du côté russe et chinois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus? La démarche du secrétaire d'État est une prise de conscience des effets pervers de la guerre de l'Ukraine. M. Mbayamba a eu raison de dire que, en réalité, l'Occident n'a pas eu conscience des conséquences de la guerre froide et surtout de la volonté des Russes de participer au pouvoir, à l'Europe. Souvenez-vous qu'après le mur de Berlin, on parlait de plus en plus en Europe d'une Europe jusqu'à l'Oural. Il fallait faire l'économie de l'argent, ça c'est Fabius, parce que la guerre n'a plus de sens. Et en projetant, l'OTAN était appelée à disparaître, au point que le président Macron a parlé d'une commotion cérébrale de l'Occident. Et donc aujourd'hui, les Américains se rendent compte qu'ils doivent se battre. Ils ne sont plus le paradigme du bonheur, de la puissance, de la civilisation. Les Africains et les Congolais notamment ont d'autres paradigmes. Il y a le paradigme russe, le paradigme chinois et d'autres paradigmes mineurs. Alors, il n'est pas évident que la rhétorique sur la légitimité de l'intervention occidentale en Ukraine et la guerre de l'Ukraine et de la Russie, il n'est pas évident que cette rhétorique convainc les Africains. Vous aurez remarqué une indifférence, disons même une neutralité embarrassante, de façon générale sur le continent. Donc aujourd'hui, l'Amérique se lance dans une croisade. Qui sont nos alliés, qui peuvent nous soutenir? Parce qu'en réalité, cette guerre a révélé la reconstitution du monde en plaque d'alliance, encore. D'abord, la plaque américaine avec l'Occident et dont la tête de pont est l'Ukraine, la plaque russe avec quelques alliés, disons, des États esprits indépendants, comme la Turquie, l'Iran, la Chine, ce sont les alliés, et les autres sont embarrassés. Ils ne trouvent pas leur intérêt dans cette guerre, d'où ils se retirent. Et donc, vous verrez l'Afrique, le président Macky Sall est allé à Moscou, il n'est pas allé en Ukraine, n'est-ce pas? Alors, ceci pose évidemment le problème de la légitimité de notre indépendance, disons de notre souveraineté internationale, nous les États africains. Avons-nous suffisamment d'esprit, de conscience pour déterminer nos intérêts majeurs et les soutenir dans un moment de souveraineté? Freddy avait posé cette question, soulevé cette question en introduction. Est-ce que l'élite africaine est consciente de ces enjeux et anticipe? En Occident, on nous reproche le fait que nous, en Afrique, on n'anticipe pas. On aime subir. Mais l'Europe, je dis, certains analystes pensent que nous, on n'anticipe pas. Mais en Europe, les scientifiques commencent aussi à faire raisonner pour démontrer que cet Occident dominant est révolu et qu'il faudra changer la vision ou repenser la vision aux réalités actuelles du monde en
s'adaptant à toutes ces réalités. Est-ce que, ici chez nous, les dirigeants en Afrique sont déjà conscients que maintenant, c'est maintenant ou jamais? C'est un moment historique comme un autre, hein, comme il y a eu le moment de Bandung, comme il y a eu le moment des indépendances. Ce n'est jamais le moment ou jamais. Nul ne sait quand interviendra la fin du monde. Donc c'est un moment historique qu'il faut exploiter. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, je crois que c'est Freddy qui l'a dit, nous devons tirer les marrons du feu pour nous. Les Américains arrivent, ils ont leur rhétorique. Quel est notre intérêt dans cette rhétorique? Notre intérêt, c'est la reconnaissance de la légitimité de notre résistance, si je puis ainsi dire, de notre contre-agression par rapport au Rwanda, c'est légitime. La reconnaissance de la présence rwandaise ici, c'est légitime. Et alors, c'est à nous d'en tirer les conséquences. Nous n'allons pas demander aux Américains, en ce moment où ils sont en croisade de charme, de condamner Kagame, c'est un allié potentiel, de condamner le Congo, potentiel et stratégique. Donc, c'est à nous, les Congolais, de donner assez d'arguments, de faits, sur le terrain des opérations, à notre diplomatie pour que ces mots pèsent. Freddy Mulumba Kabouaï, vous avez suivi Norbert Yamba et André Atundu. Je sens que Norbert est plutôt... André Atundu est au milieu et... c'est un diplomate. Hein. Voilà, comme tout diplomate, à ce stade, vous sentez que c'est un langage ambigu de Blinken, ici et à Kigali. Bon, vous sentez qu'ils n'ont pas rejeté Kigali, alors que vous vous dites le temps Kagame est révolu. C'est fini pour Kagame et le Rwanda. Est-ce que vous continuez à soutenir cette thèse? Comment capitaliser franchement ce discours? Je dis encore discours, pas la praxis de Washington. Ok, je voudrais emboîter un pas que l'ambassadeur Atundu. Je pense que nous sommes dans une compétition des grandes puissances. Dans le sens que le monde de demain, il vient de le dire, ce ne sera pas le monde des blocs, comme des blocs, ce sera un monde multipolaire. Et ce sera basé sur les civilisations. Rappelez-vous des chocs de civilisation qui a été publié par Samuel Huntington. Donc quand vous voyez l'affrontement entre l'Amérique, en dehors de l'économie, entre l'Amérique et la Chine, c'est un problème de valeur. Les Chinois remettent en cause l'ordre mondial libéral, institué depuis 1885 par l'Occident. C'était les valeurs occidentales. Les Chinois disent, mais cette fois-ci, il faudrait aussi qu'on compte avec nos valeurs. Voilà pourquoi la Chine demande à ce qu'on revoie un peu le système international et qu'on tienne compte de d'autres valeurs. C'est même la même position avec la Russie. Donc, au sein de leur combat, de leur opposition, il y a une dimension civilisationnelle. Donc, ce sont des États civilisationnels qui vont gérer le monde de demain. Mais dans cet affrontement, où vous avez les valeurs libérales, les valeurs orthodoxes, portées par libérales portées par l'Occident, avec l'Amérique en tête, valeurs orthodoxes portées par Poutine, valeurs asiatiques ou bien chinoises portées par la Chine, l'Afrique est absente. C'est là où se trouvent les drames. Donc on dit que l'Afrique n'a pas de civilisation. Quand on dit civilisation, c'est seulement la théorie, la pratique. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on parle de la Renaissance africaine, pas l'africanisme. Mais c'est de la théorie. Jusqu'à présent, dans les faits, ça n'existe pas. Et moi, je dis, ce qu'il faut faire, c'est profiter de cette occasion pour que l'Afrique construise sa civilisation sur base de renaissance africaine. On n'a pas d'autre choix. Parce que le monde de demain, c'est un monde où il y a des États, civilisations qui vont exister. Ça, c'est selon certains théoriciens. Maintenant, quant à la question de Blinken à Kigali, j'ai suivi un peu sa déclaration. Il est embarrassé. Il ne s'est pas condamné pour le Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame leur donne les militaires. Au lieu que les Américains amènent leurs militaires ici pour travailler, ils passent par Kagame et Museveni. Il avait expliqué dans
les forces des Nations Unies, vous avez des militaires rwandais en Somalie, même jusqu'à Mozambique, RCA. Donc, Kagame sous-traite l'armée américaine. Parce que l'Amérique ne peut pas venir ici avec ses militaires, préfère passer par les Nations Unies. C'est comme ça que l'Amérique est la première puissance qui contribue aux forces des Nations Unies, donc à l'ONU. Mais ce qui est un peu, qui les met dans l'embarras, c'est quoi? La pratique américaine, on peut dire, le paradigme américain a changé. Maintenant, ils sont dans ce qu'on appelle compétition entre grandes puissances. Sur le plan... Et même ils disent qu'ils ont une politique réorientée envers l'Afrique subsaharienne. Contraints, ils sont contraints. Oui. Donc, ils n'ont pas d'autre choix. Là, le Congo pèse par rapport au Rwanda. C'est là où maintenant le secrétaire d'État est dans l'embarras. Que faire? Parce que maintenant, il faut avoir des alliés solides qui pèsent. Mais entre-temps, il y a Kagame avec le Rwanda et l'Ouganda qui sous-traitent leur politique. Donc tu as vu, il est en train de parler des deux côtés pour aménager. C'est l'embarras. Comme un arbitre. Exact. Hypocrite. Mais ce qui m'a frappé, et c'est là où j'ai dit, les choses vont changer. C'est l'attitude de l'ambassadeur, des ministres rwandais. Il dit, nous sommes un pays souverain, il faut que les partenaires nous respectent. Et je me rappelle aussi l'attitude du président Kagame. Quand il a accordé une interview à France 24, il était presque énervé. On a senti un homme affaibli. Donc, ça me rappelle les temps du maréchal Mobutu, vers sa fin. Quand Bill Richardson est venu lui parler. Et rappelez-vous, vous qui êtes encore avec Mobutu, il a publié un livre, Unité pour l'Afrique, juste après la bolle. Et quand j'ai fait une étude comparative, Kagame est dans les mêmes conditions aujourd'hui. Ce qui est vrai, l'Amérique, pour ses intérêts, elle peut changer. On n'est pas éternel parce que Mobutu a servi les Américains. Il a fait la guerre en Angola. À la fin, on lui a dit, monsieur Mobutu, c'est arrivé à la fin, acceptez la démocratie. Mobutu a refusé. Et résultat, et bien, vous savez ce qui s'est passé. Il y a l'histoire qui est là. Donc Kagame est dans les mêmes processus. Mais ce que moi je demande aujourd'hui, c'est tirer les leçons de l'histoire. Avant d'arriver aux questions aux leçons d'histoire, Blinken salue les États-Unis, le leadership du président Tshisekedi, son leadership régional. Juste un discours pour pouvoir démontrer à un partenaire dit stratégique et privilégié qu'ils sont avec lui, ou c'est juste, c'est vraiment un discours sincère? Je prends des choses. La première, quand le président Tshisekedi a été élu et investi, premier voyage, il est parti à Washington, pas passé par Bruxelles. Il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche. Le point n'est pas celui-là. Généralement, on quitte Kinshasa, on passe par Bruxelles, Paris, Washington. Dès qu'il a été élu, investi, premier voyage, Washington. Il arrive à Washington, il a été reçu par le service de renseignement à la CIA. Après ça, n'oubliez pas, les grands lobbies juifs américains l'ont reçu. Il a fait un discours devant ces lobbies. Ce sont des choses qui pèsent. Donc ça prouve que le Congo est redevenu. Tshisekedi est écouté en Amérique. Mais il faut laisser le temps de transition pour voir est-ce qu'on va encore travailler avec Kagame et pour combien de temps. Alors Norbert, est-ce que vous êtes d'accord avec un peu sur satisfait de Freddy Mulumba? On sent qu'il est positif. Certainement, Freddy a été presque le géniteur d'une dynamique de la nouvelle génération qui croit aux valeurs africaines, qui croit que les choses peuvent changer. Il est en train de lire, entre les lignes, les évolutions positives dans les chefs de ces gens qui se sont autoproclamés propriétaires de la terre. Cependant, je voudrais, parce que lorsque nous parlons Amérique, compagnie, etc., les gens ont tendance à croire que bon, nous balançons notre souhait ou notre amour vers la Russie ou la Chine. La conférence de Berlin, vous le savez,
les Américains étaient là, y compris les Russes. La décolonisation, à partir de la conférence de Badin, ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les Américains et les Soviétiques, qui ont poussé à la décolonisation. La fin de la guerre froide, la première guerre froide, c'est les tractations entre les Américains et les Soviétiques, même si cela a été mal géré par les Américains, qui s'en sont considérés comme des vainqueurs au lieu de se considérer comme bâtisseurs. Tous les relents que nous observons aujourd'hui sont fondamentalement liés à ces comportements américains, qui ne changera pas de sitôt. Je voudrais également dire que... Vous êtes sceptique, même s'ils parlent de recadrage de leur politique non, mais de l'Afrique subsaharienne. Attention, attention. Certainement que, et là, j'ai entendu l'ambassadeur dire cette évolution, c'est possible, ça intervient. Mais sachez qu'avoir le monopole de la puissance mondiale, c'est un peu nuancé avec la plus grande puissance. C'est très important. L'Amérique est en train de perdre le monopole de la puissance mondiale. Mais il garde sa place comme puissance mondiale. Et puissance mondiale, en fonction de son économie, en fonction, n'est-ce pas, de sa puissance militaire, puissance culturelle, etc. Et il tient mordicus. Il tient mordicus. Et il n'est pas prêt à lâcher prise. Toutes les tractations qu'on observe à travers le monde aujourd'hui sont liées naturellement à la crainte de tous ces gens qui émergent comme des États-civilisations, parce que l'Amérique estime qu'il est le pilote de la civilisation occidentale, qui est fondamentalement hérocentrique. Je m'excuse beaucoup. Cette approche, ce paradigme-là, parce que même si on dit il change et on nous propose quel paradigme? Nous n'avons pas de paradigme afrocentrique. Nous sommes dans une sorte d'imposition du paradigme hérocentrique, qui est fondamentalement piloté par la puissance américaine. Hérocentrique, ça veut dire quoi? Hérocentrique, ça veut dire venir chez nous comme périphérie. Vous savez la théorie de Samir Amin. Chez nous, nous avons des ressources minières, des ressources minérales, ressources naturelles. Extraire ces ressources, les ramener chez eux, et où se trouvent les industries, et c'est là qu'on va transformer, c'est là qu'on va produire des richesses, c'est là qu'on va trouver des emplois, on va trouver des emplois pour leurs compagnies, etc. Et nous n'avons que les yeux pour regarder. Alors, la loi de Capitole... L'Amérique n'est pas en train de redouter cette nouvelle approche économique et financière, BRICS, avec les Chinois et les Russes, y compris les Brésiliens, et l'Afrique du Sud qui est déjà en tendance. Est-ce que pour contourner cette affaire des institutions de Bretton Woods, vous pensez que le dollar va rester le roi sur la terre pendant combien de temps, même si l'euro est en difficulté? Le travail est en train d'être fait par la Russie, par la Chine pour modifier la question monétaire qui a été décidée à Bretton Woods, etc. Donc ça, c'est une question de temps. Ils sont en train d'y travailler. Donc là n'est pas le problème parce qu'ils sont suffisamment avancés. Ce qui est problème aujourd'hui, c'est que c'est la vitesse de rattrapage de la Chine par rapport aux États-Unis. Ou deuxième puissance militaire, deuxième puissance économique, même si on sait qu'à 30 ans, c'est possible que les choses changent autrement. Première puissance commerciale, cette vitesse-là, c'est cette vitesse qui fait peur à l'Amérique. Entre-temps, et ce que disait tout à l'heure Freddy en disant la guerre des États-civilisations, l'Amérique ne comprend pas, lui qui s'est investi pour imposer naturellement la civilisation occidentale dont elle assure le pilotage, et que maintenant les Russes sont en train véritablement de brandir leur nationalisme pour dire qu'ils ont leur propre système, et ils le pratiquent, et la Chine de la même manière, etc. Et donc ça, cette guerre-là va permettre l'effondrement de la puissance occidentale. Et j'ai suivi Ziegler lorsqu'il dit que l'occidentalisation du monde
marche de pair avec la disparition de la puissance occidentale. Et ça veut dire en fait l'Occident qui a cru qu'il dispose d'une civilisation universelle, dès lors que cette civilisation est propagée à travers le monde, c'est très clair qu'il aura des concurrents. Et la Chine aujourd'hui se présente comme un concurrent, d'ailleurs en train de prendre la première position sur la digitalisation, c'est pas la révolution numérique, en train de vouloir un peu de temps, d'après certaines personnes, pour dire que d'ici 2030, il est fort possible qu'ils prennent la puissance économique. Oui, avec la Russie. Mais je m'excuse beaucoup, je peux m'arrêter même là. Ce que je voulais dire, en montrant que la Russie, la Chine et l'Amérique, c'est, comment on dit, bonnet, blanc, bonnet. Tout à fait. Blanc, bonnet, Tout bonnet. à fait, simplement parce que ni la Russie, ni la Chine, malgré la coopération qu'ils font avec, n'est-ce pas, l'Afrique aujourd'hui, personne n'a proposé un autre paradigme pour les Africains. Chacun vient avec toujours l'approche centriste. Et donc, si les Africains, et là je rejoins... Chinois et Russes, les Russes viennent en vous respectant, en respectant vos dirigeants. Attention. Les Chinois amènent la liquidité, alors que de l'autre côté, ce sont des leçons des droits de l'homme. Il faut des élections crédibles et ensuite attention avec les contrats chinois et autres, attention, ce qu'on vous promet ici c'est étalé sur 5 ans depuis qu'ils ont promis à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, partenariat stratégique privilégié. Il faut arrêter ça. Ils ont promis plus d'1 milliard mais ils ont déjà déboursé combien? Il faut arrêter ça. Il faut une révolution de bon sens, il faut une autre manière de faire pour la construction d'un paradigme afrocentrique et à rentabilité interne. C'est très important. Certainement qu'on va dire, les Chinois amènent de liquidités, etc. Est-ce que vous sentez l'évolution dans notre situation avec les Chinois, avec le riz et compagnie? Rien du tout. Regardez, allez en Centrafrique. J'y étais il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vu des avancées spectaculaires. Et donc, chaque puissance qui accumule de richesses, et la tendance générale, c'est de profiter de ces richesses-là pour dominer. Raison pour laquelle la Chine, depuis son influence, n'a jamais eu de base militaire, si ce n'est à Djibouti. Pourquoi la Chine crée la base militaire Côte-Meur à l'instar des États-Unis, la France et la Turquie à Djibouti? Simplement parce qu'elle est en train de s'organiser pour rebondir comme un lion. Merci. Donc il faut vraiment que les Africains s'organisent, réfléchissent sur des alternatives, des innovations qui permettent de construire notre autonomie, sans laquelle nous n'aurons que les yeux comme pouple. André, alors Tondou, vous avez suivi les deux intervenants. Alors, les États-Unis disent recadrer leur politique en Afrique subsaharienne. Entre-temps, vous voyez le pragmatisme de la Russie et de la Chine. Comment devons-nous capitaliser cela en Afrique de Grands Lacs pour ressortir grand et surtout dans le respect de notre intégrité territoriale, parce qu'apparemment les choses semblent changer. Il y a quand même des dirigeants africains courageux comme Denis Sassou Nguesso, même si soutenu par l'Élysée, commence à inviter Lavrov, et puis il y a quand même les Maliens qui sont courageux. On sent que même Touadéra n'a pas eu peur de l'Élysée pour éviter Wagner. L'Afrique des Grands Lacs, c'est d'abord l'Afrique de l'insécurité à cause des problèmes de l'Est du Congo. Et à ce propos, je voudrais donner quelques éléments pour que nous ne puissions pas mal comprendre la démarche du secrétaire d'État ici et au Rwanda. Freddy a dit qu'ils sont embarrassés. Je ne pense pas. En venant ici, le secrétaire d'État véhicule un postulat des États-Unis. Le postulat, c'est lequel? L'agression rwandaise établie au Congo, il n'est pas néanmoins question de condamner le régime Kagame, un régime allié.
tout comme nous ne pouvons pas les soutenir ouvertement compte tenu de nos intérêts avec le Congo. Donc l'Amérique joue le jeu de ses intérêts. À nous, le Congo, de jouer le jeu de nos intérêts. Dans cette guerre des grands, mais comment pouvons-nous tirer les marrons du feu? Quel est notre intérêt? C'est la fin de la guerre? C'est le développement de notre pays? C'est la stabilité de l'économie. Est-ce que ce combat aujourd'hui des titans ne peut pas être à notre avantage, ou l'occasion historique du Congo de se réhabiliter en tant que gardien de la sous-région, par notre immensité, par notre position géostratégique. Nous sommes en train de construire les moyens. C'est-à-dire, il nous faut, au départ, une armée absolument dissuasive. Mais qu'est-ce que c'est qu'une armée dissuasive par rapport à nos voisins? C'est une armée qui a une telle puissance qu'elle garantit autant de dommages à celui qui attaque, celui qui nous attaque. C'est ce que les Américains appellent le Mutual Assured Destruction. Mais la garantie armée, de la destruction. Cette armée, vous connaissez l'embargo que les grandes puissances ont prorogé à New York. Voilà. Où est-ce que nous devons nous ravitailler? Chez Poutine ou chez Erdogan? Voilà la brèche que nous offre la conjoncture actuelle. L'Amérique a besoin de nous en tant qu'emplacement géostratégique, mais aussi en tant qu'allié tout court. Il a besoin de nous. Est-ce que c'est ne pas? Et parce que le secrétaire d'État a parlé aussi de la démocratie. Nous sommes en train de combattre un groupe terroriste qui met en mal la démocratie. Mais c'est une brèche. C'est à nous de faire le lobby auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne, auprès même des États africains. Mais pourquoi nous sentons-nous seuls dans cette guerre? Nous avons pourtant des alliés historiques. Beaucoup ont oublié la guerre du Nigeria. L'unité du Nigeria a été faite aussi avec le sang des pilotes congolais. Même les pilotes zaïrois dans le temps. Même l'Éthiopie. Bon, non, je vous parle de le Tchad. Si le Tchad est aujourd'hui ce qu'il est, c'est à cause des sangs des Congolais qui ont combattu Kadhafi à la bande Ouzou et garanti l'unité. Donc, ce sont autant de partenaires qui peuvent nous servir de voix de lobby. Je ne cite pas les États dont le président Mobutu, donc le Zaïre, a soutenu le paiement des fonctionnaires pendant 2-3 ans. Comme le Rwanda? Je ne cite pas un pays. On paye le Rwanda. Je ne cite pas un pays, il n'y a pas que le Rwanda. Les Burundis aussi? Il n'y a pas que ceux-là. Ok, c'est que vous connaissez. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je parle de ceux que je connais. Et donc, nous devons agir dans ce sens-là. Le Rwanda est entré dans le Commonwealth. Le Nigeria est dans le Commonwealth. En reconnaissance de ce sacrifice. Mais c'est à nous d'exploiter. Ce n'est pas au Rwanda de chercher les moyens pour que le Congo triomphe du Rwanda. C'est au Congo. Vous êtes... vous faites partie de la réserve de la République. Au-delà des couleurs politiques, FCC, Union sacrée, centriste ou la Mouka, est-ce que vous faites des propositions concrètes sur ce plan pour en faveur de votre pays? D'abord, ce débat n'est pas un débat de politiciens locaux. Je dis au-delà des couleurs politiques. Il n'y a pas d'FCC, il n'y a pas d'Union sacrée, il y a l'intérêt du Congo. Et au-delà de nos divergences, au-delà de nos divisions, de nos convictions idéologiques, seul le lien idéologique de l'amour de la patrie maintient
l'unité du Congo et l'unité des Congolais. Donc ici, il ne s'agit pas de l'Union sacrée, du FCC, de la MOUCA ou de l'ensemble. Ici, il s'agit de retrouver la sérénité et la paix dans notre territoire pour que nous puissions enfin enclencher le développement. Alors, il faut une sorte de structure finale pour réfléchir et faire des propositions aux dirigeants, parce que leurs conseillers sont pour la plupart ce que vous connaissez. Est-ce qu'un travail comme ça se fait? Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous connaissez toutes les structures de réflexion aux États-Unis? Nous ne sommes pas aux États-Unis. Vous n'en connaissez pas. Nous sommes au Congo. Eh bien, toutes les structures de réflexion ici, réflexion autonome, réflexion à la demande des autorités, réflexion pour les autorités, nul ne peut les connaître. On allait voir l'impact. L'université, c'est une structure de réflexion et de proposition. On allait voir l'impact. Freddy Moulumba, vous avez suivi cette mise au point de non partisane de André Alain Atoudou. Votre réaction, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage. Et nous allons maintenant vers les propositions concrètes. Exact. Je pense qu'il y a un rapport qui a été publié en 2016, je pense au mois de mars, par Gérard Prunier, chez Atlantic Council. C'est un tank américain proche du Pentagone. Et le rapport est intitulé, l'analyse est intitulée « Pourquoi le Congo est important ?» 2016. Quand les Américains vous écrivent ça, vous dites pourquoi le Congo est important, pour montrer que le Congo reprend sa place. La question, est-ce qu'à Kinshasa, on est conscient? C'est là où moi j'ai dit, notre problème, c'est la qualité de l'élite. Nous avons une élite très faible. Lisez l'histoire. Ce pays a besoin de gens solides, qui tiennent debout. Mais notre élite est très, très, très faible. Faible scientifiquement. Je dis sur le plan, je dirais, de personnalité. Parce que quand vous expliquez aux gens que les Rwandais nous dominent, on ne comprend pas. On vous dit, mais un grand pays comme ça, un petit Rwanda, si les Rwandais nous dominent, c'est parce que l'élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Non, mais les prédateurs l'utilisent. Même si on utilisait les Rwandais, hein? Mais s'il y avait des hommes solides, je ne pense pas qu'on allait continuer à faire avec les Rwandais. Ça fait plus de 20 ans. On se plaint, on pleure. Il n'y a pas de solution. Dans tous les pays, il y a quand même l'élite du nombril, non? Pourquoi ils s'en sortent? Tu viens de dire ici, il n'y a pas de structure. Ce qui est vrai. Je peux vous dire, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si je peux me tromper. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore envoyé une lettre pour accuser le Rwanda à l'Union africaine, ni même à la SADC. Il y a un problème. Vous voulez que les Américains viennent faire à votre place? Notre problème, c'est la qualité de l'élite. Et si on ne la change pas, retenez, ce pays va disparaître. Comment changer cette élite ex abrupto? Je ne comprends pas. Comment la changer? Parce que nous sommes là. Comment faire changer les choses? Je pense vous que n'allez pas prendre tous ces étudiants dans ces universités avec nos syllabus que vous connaissez pour les mettre à la place de ceux qui sont là. Je te prends un exemple parce qu'il faut regarder une histoire. Quand Mobutu a pris le pouvoir en 60, quand il a fait le premier coup d'État, il a fait appel à qui? Deuxième coup d'État, il a fait appel à qui? Commandant est devenu quelqu'un qui était connu. Il n'y a pas d'effet de hasard. Si nous voulons aller plus loin, il faut une élite de qualité, qui a de grandes ambitions, qui a la volonté de puissance. Pas une élite qui est là pour pleurnicher, aller chercher le soutien à l'extérieur. Donc, si nous sommes à l'interne très forts, même l'Amérique va négocier avec nous. Mais si on est très faible, on ne négocie pas avec un faible, on négocie avec un fort. Donc, pour le moment, au Congo, il y en a des individus. Mais il n'y a pas de groupe, c'est le problème. Alors, moi, je parle seul, lui parle seul, lui parle seul. Il faut qu'il y ait des groupes. On te dit, par exemple, de tels économistes ont publié une analyse. On remet aux hommes politiques, les hommes politiques les appliquent. Ce n'est pas le cas ici. Norbert, sans nous laisser berner ou distraire par cette guerre entre les puissants,
Ah ben parce qu'ils peuvent toujours, comme proposent les scientifiques, ils peuvent toujours coopérer. Ils peuvent toujours coopérer et nous restons dans notre position des dépendants, des assujettis. Qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique et principalement chez nous? Le problème est... Vous avez suivi les deux propositions de l'ambassadeur Tondou et Freddy. Le problème est plus complexe que ça. Il est plus complexe. Vous savez, on était avec le maréchal pendant 32 ans. Les temps de paix, où il n'y avait pas la guerre, c'était plus que le temps de guerre. Et lorsqu'on fait l'évaluation définitive, on réalise finalement que les conditions de vie des Congolais n'ont pas changé. Bon, nous sommes en train de discuter parce qu'il y a récurrence de l'insécurité à l'Est. Et nous croyons que la fin de l'insécurité va finalement favoriser le Congo et le Congolais à changer sa situation. L'insécurité est une conséquence d'un certain nombre, d'un paradigme qui est opérationnel, pour lequel nous devons combattre. C'est ça. Donc, on a vu, il y a des efforts qui se font. Hein. Regardez le Mali. Regardez le Mali. C'est une nouvelle génération. Ils se battent. Ils sont plus proches, c'est pas des Russes. Quelle est la situation? Quelle est la situation? On dirait qu'ils s'intéressent essentiellement à la question de l'insécurité, mais la question des citoyens, c'est tout un problème. C'est que très clairement, cher Fabien, le problème exige d'autres questions questionnantes. Quel est notre paradigme? Tant qu'on n'aura pas répondu la question de paradigme, pour avoir une élite compatible à ce paradigme, qui est fondamentalement africain, rentabilité interne. Parce que l'élite d'aujourd'hui, c'est une élite divorcée des réalités qui sont les nôtres. C'est une élite qui répond et qui obéit à la logique de la trinité coloniale. Ce n'est pas une élite d'ambition, ce n'est pas une élite de transformation. Sinon, on aurait pu recruter des hommes et des femmes qui nous permettraient d'avoir des voies et moyens pour sortir de cette situation. À quoi sert? On va arrêter la guerre. Oui, on arrête la guerre. Aujourd'hui, on est à 110 millions de personnes. En 2050, à moins de 30 ans, on aura 220 millions. En 2100, on sera 400 millions. Dis-moi, si à 110 millions, nous avons des difficultés pour nourrir, pour longer, pour avoir des routes, pour avoir ces là, eh bien, si vous arrêtez la guerre, non, mon cher ami. Il y a un autre problème qui est fondamentalement paradigmatique. Cherchons à monter un paradigme qui est le nôtre. Freddy parlait des États-civilisations. Les Chinois ont réussi à mettre en place, et ils ont travaillé pendant longtemps. Ils disaient, oh non, nous sommes un pays sous-développé. Et pourtant, ils étaient en train de travailler en catimini. Oh non, nous sommes émergents. Et pourtant, ils ne croyaient pas qu'ils étaient émergents. Est-ce qu'il faut continuer à embrasser cette démocratie édulcorée, cette démocratie à l'occidentale, quand on sait que partout où ça a évolué, ça marchait en Russie, en Chine, ce n'est pas ces désordres démocratiques que vous appelez multipartisme. Chacun dans son coin, il peut dire ce qu'il veut, autant des médias, autant du désordre, les détournements, et ainsi de suite. Est-ce que on ne peut pas changer le système politique? Mais il faut réfléchir, et c'est là il faut revenir. On ne peut pas copier le modèle d'autres, où il y a l'Église aussi catholique qui, depuis Vatican, qui reçoit des ordres, qui met les désordres, voilà, parce que tel a dit. Partout où ça marchait, on ne sent pas ces désordres quand même. Au début des années 90, P.A. Sonam, Mbanda Zamboko, avait écrit un livre qu'il a intitulé « Démocratie piégée ». On n'avait pas compris, on a tiré des boulets rouges, parce qu'on a estimé que cette démocratie était référentielle, c'est l'unité de mesure. Aujourd'hui, il existe une littérature abondante, y compris par les contemporains occidentaux, pour dire jamais une civilisation d'un peuple peut remplacer la civilisation de tel autre. Et nous avons été imposés cet arsenal, cette architecture institutionnelle, qui en réalité ne correspond pas au modèle ou aux héritages de nos traditions. Et donc, nous avons la responsabilité. J'ai beaucoup aimé quand Freddy me disait, mais on va réfléchir comme des intellectuels, pas comme des politiques. Moi, je dis, ok, mais il faut que ces intellectuels
qui se réclament politologues, qui se réclament juristes et compagnie, etc., nous inventent un système. Ça s'invente en interrogeant les héritages traditionnels. Cette démocratie-là, toute une littérature abondante montre qu'il faut l'abandonner. Mais il faut mettre en place un système alternatif qui réduirait un peu plus de tensions. Parce qu'en réalité, la démocratie, c'est l'outil de combat des dominateurs. C'est eux qui ont mis cette démocratie où on évalue les gens en fonction des élections, lesquelles élections nous n'emmènent nullement aucun résultat. Vous voyez? Donc, tant qu'on n'aura pas inventé un système, tant qu'on n'aura pas inventé, je vous dis la vérité, tant qu'on n'aura pas inventé un système qui est fondamentalement afrocentrique, un système qui obéirait aux valeurs de nos ancêtres, et qu'on puisse scientifiser, théoriser, moderniser, pour en faire un chien de chasse qui nous ramène le gibier de la forêt. On attendra longtemps. Certainement qu'on a besoin aujourd'hui de faire des alliances, compagnie, mais n'oubliez pas que le Rwanda, c'est 100 fois moins que le Congo. Il se déclare fort, etc., mais c'est qu'il y a des vautours internationaux qui sont autour de lui. Ouais, et donc, nous avons intérêt aussi, nous aussi, à créer des alliances. Et moi, j'ai toujours reproché ceux qui pensent qu'on ne peut pas discuter avec les autres, encore que la diplomatie joue son jeu. Merci, Norbert Yamba pour votre conclusion. André Atundou, votre conclusion, justement, nous sommes en train de finir. Vous avez dit qu'il ne faut pas se laisser distraire. L'Amérique joue pour ses intérêts, la Russie joue pour ses intérêts, même la Chine, dite gourmande. Nous sommes dans l'obligation de faire valoir ce que nous voulons, nos intérêts. Voilà, votre conclusion, j'étais en train de vous résumer. Ma conclusion, c'est l'impression que la symphonie de M. Yamba Yamba n'est pas terminée. Vous l'avez interrompu. Il s'est posé une question fondamentale. Quel paradigme pour nous? Quel type de société? Quel type d'élite? J'attendais qu'il nous donne une réponse. Parce que lui, autant que moi et nous tous, nous vivons cette réalité. C'est à nous d'avoir une idée par où nous allons sortir ou comment vivre dans ce monde. Lui, c'est un grand penseur. Eh bien, il faut qu'il nous donne cette idée. Pour moi, pour sortir de cette situation, eh bien, il faut ça. Donc, cette symphonie n'est pas achevée. Mais, en réalité, ma conclusion est la suivante et partira d'un fait qu'on est en train de minimiser. C'est la victoire du Congo suite à la reconnaissance de l'agression rwandaise. À partir de cette victoire, nous devons essayer de capitaliser nos efforts en notre avantage. Et ça, malheureusement, ça a toujours été la question. Alors pour nous, qu'est-ce qu'il faut? Absolument une armée dissuasive. Absolument. Une armée dissuasive, c'est d'abord l'homme, la qualité de l'homme. Ensuite, la qualité de l'armement, des moyens de défense. Et puis, la qualité du commandement de l'armée. Ça, c'est absolument indispensable. Deuxièmement, il nous faut une autonomie fonctionnelle à partir de l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, le développement à partir de 145 territoires, c'est une idée, on dit généralement géniale, mais c'est une idée pertinente parce que le développement doit remonter vers Kinshasa. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ce développement soit réel. Comment ce développement va partir? Vous savez que les plus gros de nos bras, ce sont les paysans. Alors, pourquoi n'organisons pas les paysans en une fédération nationale des agriculteurs du Congo ou des paysans du Congo? Un peu le pendant de la FEC. Donc, deuxième piste, il faut cela. Troisième piste, il n'y a pas de grand pays
avec de petites infrastructures. Un grand pays, c'est un pays qui a de grandes infrastructures de communication. Et ça, c'est ce qui nous manque ici. Donc nous devons concevoir cela. Il nous faut une autoroute, allez, Matadi jusqu'à Lubumbashi, de 8 bandes. N'est-ce pas? 4 au moins. Pourquoi pas les TGV? Quelqu'un qui quitte par Matadi pour aller étapes. travailler à D'abord Luanda. D'abord la route. La route est importante. Alors, troisièmement, quatrièmement, il faut s'occuper quand même de la justice. Parce que la vie en communauté, c'est un milieu de conflits. Les conflits peuvent paralyser la gestion d'un pays. Donc, il nous faut une justice performante, une justice non marchande, une justice non mercantiliste. Il nous faut une justice disons, des gens de qualité, des gens qui ne poursuivent pas l'argent, des gens qui poursuivent un idéal, c'est d'établir l'équité dans la société. Voilà. On va donc finir pour cela, mais pour le reste, c'est aux Congolais de chercher, de déterminer ses intérêts et de chercher à les obtenir. Merci André Alain Tondou, merci Norbert Yamba pour la qualité de la réflexion. Merci Freddy Moulumba, loin des couleurs politiques. Le Congo, c'est au cœur de l'Afrique. C'est la locomotive même de l'économie d'une Afrique unie et forte. Beaucoup d'Africains attendent de nous. Ne nous laissons pas séduire par des beaux discours et des phrases diplomatiques séduisantes. Tirons notre épingle du jeu, comme l'ont suggéré certains autour de ces tables, parce que nous avons notre place dans les hauts lieux de ce monde. À très bientôt pour une autre réflexion autour des grands sujets d'actualité. Au revoir.